Donc, il y a aussi une violence de base fondamentale dans le système de prison et de police qui, nécessairement, comme tu l'as mentionné, se répercute finalement sur les personnes les plus marginalisées de notre société. La police a tué Pierre Coriolan chez lui, dans sa maison, alors qu'il était seul. J'étais interpellée par la présence du mot en haine. D'un mot qui a une charge politique très forte, très violente, qui a des racines dans l'esclavage. Je m'appelle Nathalie Batraville. Je suis d'origine haïtienne. Je suis une femme noire, queer, qui est une artiste. Je suis une artiste. Je suis aussi prof à l'université. J'enseigne en études féministes à l'Université Concordia. Ma pratique artistique, elle est assez variée. Une de mes pratiques privilégiées, c'est la poterie. Donc, je fais de la céramique depuis environ 6 ou 7 ans. Et puis, je touche aussi à d'autres pratiques, dont notamment le collage en papier, qui a mené à cette œuvre-là. Donc, c'est un peu les différents chapeaux que je porte. Ouais, c'est ça. Donc, t'es quand même une personne très artistique, en fait. Oui, oui, absolument. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de danse entre l'âge à peu près de 10 et 30 ans. J'ai arrêté à peu près à l'âge de 30 ans. J'ai fait beaucoup de danse. Donc, pour moi, l'expression de soi, ça a toujours été très important. Toutes les études que j'ai faites, du bac jusqu'au doctorat, c'est des études en études littéraires. Donc, Ok, j'ai intéressant. une grande histoire d'amour aussi avec la littérature, avec la théorie, avec les mots. Donc, c'était aussi pour moi une façon de m'exprimer, mais aussi d'interroger le rôle de l'art dans la société et ce qui était possible, en fait, avec l'art. Et en fait, je dirais, dans les dernières années que moi-même, j'ai commencé à me considérer comme étant moi aussi artiste, alors que pendant longtemps, j'étais quelqu'un qui lisait, qui commentait, qui critiquait, qui était en dialogue avec des écrivains, avec des auteurs. Alors que maintenant, je forcé de constater que je suis moi-même aussi une artiste. Ouais, puis tu as dit que tu es professeur à l'Université de Concordia. Oui. Est-ce que la littérature, c'est un des thèmes que tu enseignes? Oui, je dirais. Il y a certains cours que je donne qui sont centrés sur la littérature. Mais en fait, la littérature, c'est souvent pour moi un véhicule, une manière de mener à des questions politiques. Et aussi, pour moi, il n'y a pas une distinction aussi tranchée entre la théorie et la littérature. Donc, j'enseigne beaucoup de théorie, mais pour moi, les textes que j'enseigne, je les enseigne presque d'un point de vue littéraire, où la lecture que j'ai est une lecture qui s'attarde beaucoup aux mots, au choix de mots, à la symbolique et à la dimension évidemment politique des textes théoriques. Et je dirais aussi qu'il y a beaucoup des auteurs, des théoriciens avec qui je travaille qui sont eux-mêmes issus d'un background littéraire aussi. Donc, par exemple, il y a Saidiya Hartman, qui est une théoricienne critique que j'affectionne beaucoup, qui a fait des études en littérature. Il y a Christina Sharp, Fred Moten. Ce sont tous des gens qui ont comme un peu un pied dans la littérature, mais qui ont l'autre pied dans le monde des Black Studies, dans le monde de la théorie noire, qui s'intéressent avec leur regard littéraire, s'intéressent aux questions d'histoire, aux questions sociales. Donc pour moi, il n'y a pas nécessairement de distinction claire. Donc, j'enseigne un peu de littérature, mais même quand j'enseigne de la littérature, c'est un peu pour faire le même type de travail qui m'intéresse avec la théorie, je dirais. Ouais, donc ça serait d'étudier, disons, l'histoire ou des courants historiques à travers la littérature, à travers des textes littéraires. Oui, ce serait de savoir qu'est-ce que des auteurs, par exemple, il y a une poétesse noire caribéenne, elle vient de Trinidad and Tobago, qui s'appelle Dionne Brand,
Et elle est basée au Canada. C'est une poétesse absolument exceptionnelle. Et j'enseigne souvent son travail. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport qu'elle a à la nation dans sa poésie elle-même, la manière qu'elle articule son expérience de femme noire lesbienne par rapport à l'État canadien, par rapport au nationalisme dans les Caraïbes, par rapport à toute une série de questions qui peuvent sembler identitaires, mais qui sont profondément politiques, sociales. Et donc, Dionne Brand aussi s'est intéressée beaucoup à la question de l'esclavage et au legs de l'esclavage dans le présent. Et les autres auteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, Fred Moten, Saidiya Hartman, Christina Sharp, ce sont eux aussi des théoriciens qui s'intéressent à l'impact de cette histoire-là sur notre présent. Donc quand j'enseigne une autrice comme Dionne Brand, c'est aussi dans cette optique-là pour savoir ce qu'elle nous apprend, en fait, sur l'héritage de la violence de l'esclavage sur notre présent. J'aime bien, premièrement, que tu nommes plusieurs noms parce que ça me permet d'aller faire des recherches plus tard. Mais aussi, je constate que c'est des thèmes qui reviennent aussi dans ton recueil. Absolument. Ouais. Donc, est-ce que tu peux présenter brièvement ton recueil? Donc, mon recueil s'intitule L'Amérique du Nord. C'est un recueil de poésie en collage. Et donc, c'est un recueil que j'ai littéralement créé à partir de textes que j'ai découpés. Et donc, c'est un objet littéraire, mais c'est aussi un objet d'art visuel dans la mesure où les morceaux de papier sont agencés, il y a différentes couleurs, donc il y a quand même un travail plastique qui a été fait dans la création du recueil. Et donc, l'Amérique du Nord aborde des questions qui ont rapport au colonialisme, à l'histoire du colonialisme, évidemment, en Amérique du Nord, ici au Québec, au Canada, mais aussi en Haïti, qui est mon pays d'origine. Et à part cette confrontation avec l'histoire coloniale, il y a aussi une interrogation face à la position des personnes noires au sein de cette histoire coloniale, sachant que les personnes noires qui sont descendantes de personnes esclavagisées ne sont pas des colons, ni des descendants de colons ou de colonisateurs, mais peuvent d'une certaine manière participer au projet colonial ou peuvent être... il y a des tentatives de récupération, en fait, des personnes noires à l'intérieur du projet colonial. Et donc, c'est aussi le recueil, c'est un espace où j'interroge la place des personnes noires comme moi au sein de ce projet colonial-là et de la manière dont on peut essayer de résister, de refuser, de participer. Et puis, c'est aussi un recueil où j'essaie aussi de célébrer le fait d'être femme, d'être noire, d'être queer et de dire que c'est pas seulement un leg d'oppression et de douleur, mais qu'il y a aussi, c'est aussi une expérience de beauté, de plaisir, de joie, de créativité. Et donc, j'explore un peu tout ça à travers le recueil. Et c'est ça, ce qui est vraiment intéressant avec ton recueil, c'est le contraste où, premièrement, tu parles bien sûr, tu mentionnes le colonialisme, l'esclavage ou des problèmes de société actuels, mais de l'autre bord, tu parles aussi de liberté ou de révolution. Oui. Donc, c'est comme une balance que tu as essayé de trouver. Absolument. Ben, en fait, j'avais écrit la première partie d'un coup, très, très rapidement, en fait. Sous un coup de colère. C'est un texte que j'avais lu qui m'avait vraiment mis en colère, je trouvais. Ah ouais? Oui. Je trouvais que la manière dont il était écrit, la manière dont il parlait des territoires dans lesquels on habite, des terres autochtones, la manière dont il décrivait le territoire, je trouvais que c'était
c'était un point de vue qui était contemporain, mais en même temps qui me semblait dater d'une autre époque. Une époque où on était encore dans une espèce de conquête du territoire. Et donc, j'étais un peu surprise de voir la manière dont les textes avaient été écrits. Et c'est un texte actuel, publié actuel. C'est un texte contemporain, effectivement. Et j'avais déjà fait un peu des explorations avec du collage papier. Et donc, un de mes instincts presque automatiques, c'était de le découper. De le découper et d'essayer de le reformuler, ce texte-là, pour soit lui faire dire son contraire, ou bien soit pour lui faire dire, en fait, ce qu'il n'osait pas dire tout en le disant malgré lui. Donc, c'était pour révéler, en fait, toute la violence que je voyais à travers ce texte, mais pour l'exprimer de manière plus claire, en réorganisant les mots, en mettant certains bouts de texte les uns avec les autres. Et donc, pour moi, la première partie, c'était une partie que j'ai écrite presque d'un coup, mais en même temps, je constatais que c'était quand même assez lourd, que il y avait beaucoup justement de cette colère, beaucoup de critiques, et j'avais envie de contrebalancer cette parole-là avec une autre. Et donc, j'ai cherché d'autres textes, en fait, que je pourrais aussi découper et qui me permettraient de dire autre chose, en fait, à partir de ce qu'ils offraient. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai un peu cheminé à travers différentes thématiques au fil du recueil. Je veux qu'on parle de ces thématiques-là. On pourrait peut-être commencer avec une thématique que j'ai constatée, c'est, si je ne me trompe pas, les forces policières et les prisons. Et j'ai vu dans ton profil que tu enseignes à l'Université Concordia sur l'abolition des prisons. Et je me demandais, que disent les théoriciens ou les textes par rapport à ça? C'est un champ très vaste, le champ des études, aussi le champ... Donc, je dirais d'abord que l'abolition ou l'abolitionnisme, c'est d'une part une analyse, c'est une grille d'analyse de la société, c'est une façon d'analyser la société dans laquelle on vit. Mais c'est aussi un mouvement social politique, c'est-à-dire que c'est un mouvement de personnes incarcérées qui luttent pour leur propre libération, qui luttent pour des meilleures conditions de vie, de survie, qui luttent pour créer un autre monde, en fait, un monde où il y aurait pas, où les prisons n'existeraient pas. Et c'est aussi, donc c'est une grille d'analyse, c'est un mouvement politique et c'est aussi une espèce d'utopisme. C'est une façon d'imaginer le monde autrement. C'est aussi un mouvement et une analyse qui sont axés, qui nous demandent de réimaginer le monde dans lequel on vit, d'imaginer une société où on n'aurait pas besoin de prison, on n'aurait pas besoin de police, de policiers, et donc de violence étatique. Et donc, à travers cette grille d'analyse et puis ces mouvements-là, moi, ce qui m'a interpellée le plus et ce sur quoi je travaille beaucoup dans mon enseignement, dans mes recherches, c'est la question de la violence. Donc, l'abolitionnisme, l'abolition pénale, l'abolition de la prison, de la police, c'est une vision du monde qui nous demande non pas de répondre à la violence à travers l'emprisonnement, à travers la punition, mais en fait de répondre à la violence en tentant de l'éliminer. Donc, comment est-ce qu'on pourrait prévenir la violence plutôt que d'y répondre avec des sanctions, avec de la punition, avec de la répression après coup. Donc, présentement, si y a un incident de violence, la police, elle ne peut qu'intervenir après que cette violence ait été commise. Et généralement, c'est trop tard, surtout lorsqu'une vie a été perdue. Alors, le mouvement d'abolition
il nous demande d'imaginer, en fait, de réfléchir aux causes de la violence, quelles sont les causes concrètes de la violence et quelles seraient les manières qu'on pourrait réimaginer la société dans laquelle on vit pour réduire le plus possible la violence au point où, en fait, on n'aurait pas besoin d'institutions comme la police et la prison. Donc, je dirais que ça, c'est le centre de la réflexion. Et puis, une partie, évidemment, de cette réflexion-là, c'est d'essayer d'envisager, d'imaginer d'autres façons de répondre aux torts, aux dommages, aux conflits, à la violence que par la violence. Donc voilà, je dirais que c'est le cœur de ce qui m'anime, moi, dans le champ très vaste de l'abolition. Donc, si j'ai bien compris, une des prémices de l'abolitionnisme, c'est que les prisons reproduisent un peu les inégalités, que ce soit sociales, économiques ou raciales, et qu'il faut penser à une autre façon de faire justice, de trouver justice, en fait. Oui, je dirais d'abord que l'abolitionnisme, c'est aussi une façon... Donc il y a d'une part une analyse, un constat de la situation actuelle dans les prisons. C'est-à-dire qu'on peut constater que, par exemple, dans les prisons canadiennes, 40% des personnes incarcérées dans les prisons pour femmes au Canada, ce sont des personnes autochtones. Et donc, on voit que les inégalités sociales de notre société se reproduisent, voire se déculpent dans le milieu de la prison. Et ce qui fait qu'on ne peut que constater que la prison est un lieu d'inégalité sociale assez extrême, en fait, où il y a une surreprésentation de personnes autochtones, de personnes noires, de personnes vivant avec des handicaps, avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation de drogue. Et donc, en fait, toutes les personnes qui sont marginalisées dans notre société se retrouvent à être surreprésentées dans les prisons. Donc ça, c'est effectivement une analyse qui est très importante, mais l'abolitionnisme aussi stipule que même dans un contexte où la prison serait équitable, où il y aurait pas de représentation disproportionnée de certaines communautés marginalisées dans les prisons, à sa face même, la prison, dans sa fonction d'isolement, elle perpétue une forme de violence qui a des effets néfastes dans la société, dans la mesure où les personnes qui sont emprisonnées, souvent, notamment au Canada, où les peines à vie dans les prisons elles-mêmes sont assez rares, même les personnes qui ont des peines à vie, souvent vont les terminer dans la société. Donc, ces personnes-là, elles reviennent dans la société et elles reviennent finalement dans quels états, qu'est-ce qu'elles ont vécu et est-ce qu'on considère réellement que ce qu'elles ont vécu en prison, ça a un effet dissuasif ou bien réformateur ou quoi que ce soit? En fait, les abolitionnistes disent que non, que c'est pas un travail de réforme que la prison fait, que c'est simplement une reproduction d'une autre forme de violence qui va elle-même se répercuter dans la société, qui se répercute au moment même où la personne, elle est isolée en prison, dans la mesure où elle a souvent une famille, des enfants, des parents, des personnes qui sont touchées, en fait, par le fait qu'elle soit isolée. Et évidemment, cette personne-là, elle-même, dans l'isolement de la prison, vit elle aussi une forme de violence. Donc, l'abolitionnisme aussi considère que si on est dans une optique d'imaginer un monde où il y a beaucoup moins de violence, voire d'imaginer un monde sans violence, il faut aussi prendre en compte la violence de l'État. On ne peut pas mettre à l'écart la violence de l'État dans l'espoir de créer quelque chose de nouveau. Et donc il y a aussi une violence de base fondamentale dans le système de prison et de police qui nécessairement, comme tu l'as mentionné, se répercute finalement sur les personnes les plus marginalisées de notre société. Mais même si c'était pas le cas, ce serait quand même une forme de violence qu'on refuserait. Ouais, donc c'est une violence étatique, une violence systémique, disons. Exactement, absolument. Et en ayant ces constats-là,
Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été proposées ou voire... bon, non, je ne crois pas que c'était appliqué, mais est-ce qu'il y a des solutions qui ont été imaginées et proposées? Oui, d'abord, un des champs de solutions, c'est de repenser la question de la justice. Et je dirais même au Canada, il y a des efforts qui se font dans ce sens-là, c'est-à-dire de proposer différentes avenues de résolution face à des situations de tort ou de violence. De sorte que l'emprisonnement n'est pas la seule solution possible. Et donc, l'abolitionnisme imagine, en fait, comment on organise la justice, comment on répare les torts, les méfaits, etc. Et donc, ça, c'est déjà un champ de solution. L'autre champ, c'est de comprendre les causes de la violence. Et les causes de la violence, c'est souvent la précarité, la pauvreté, et différents problèmes de santé mentale, par exemple, qui ne sont pas nécessairement traités, ou de consommation. Et en fait, une des solutions centrales, en fait, c'est plus de soins. Plus de soins pour les personnes qui en ont besoin le plus. Et en fait, c'est le contraire de ce que la prison fait. Ouais. En fait. Donc, c'est souvent des personnes qui sont en crise, des personnes qui ont besoin de soins, qui sont elles-mêmes mises dans des contextes où, en fait, leur santé mentale est encore plus attaquée, plus précaire. Cela dit, quand on parle de l'abolition dans son sens large, il y a aussi une analyse qui souligne que l'objectif de la prison, c'est pas seulement de prévenir ou de répondre à la violence. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de personnes qui se retrouvent en prison et qui ont pas commis de violence. C'est-à-dire, par exemple, quand on pense aux drogues, aux personnes qui vendent des drogues, aux personnes qui sont des travailleuses de sexe. Donc, il y a toute une série d'actes, d'actions, de professions et d'identités qui sont criminalisées et qui mènent à une incarcération. Et donc, il y a toute une des solutions, en fait, c'est de décriminaliser ces actions-là. Donc, de décriminaliser toutes les drogues. Donc, pas en fait de les légaliser, mais de les décriminaliser. Les drogues, décriminaliser le travail du sexe. Et donc, ça, c'est aussi une solution, en fait, qui est très claire, qui réduit la population carcérale et qui aussi demande de prendre au sérieux les besoins des personnes, par exemple, qui prennent des drogues, d'offrir un soutien à ces personnes-là plutôt que de criminaliser soit les personnes qui vendent des drogues ou des personnes qui prennent des drogues. Et donc ça, ce sont différentes solutions très concrètes, des solutions en fait qu'on pourrait envisager dès aujourd'hui. Et qui demande qu'on réoriente vraiment non seulement la façon dont on pense la société, mais aussi là où on met notre argent. Donc, le budget de la police à Montréal, le budget de la SPVM augmente par million à chaque année, alors que cet argent-là pourrait, une grande partie de cet argent-là pourrait être réorienté vers des soins qui soutiennent réellement des communautés et qui aident à réduire, en fait, les causes qui mènent à la violence, à des crises, à des problèmes sociaux qu'on tenterait de régler en emprisonnant des gens, alors qu'il y a des solutions concrètes. Les travailleurs communautaires connaissent, en fait, savent les manières de soutenir ces gens-là. Et donc, on pourrait investir dans ces services-là au lieu de continuellement investir dans la police, dans des nouvelles prisons, etc. Et si je ne me trompe pas, les études démontrent que plus de policiers ne veut pas nécessairement dire plus de sécurité dans un quartier. Donc, d'où la nécessité d'aussi donner plus de ressources aux... tu as parlé des intervenants communautaires, par exemple, qui savent très bien gérer ce genre de situation sans qu'il y ait des balles perdues ou des personnes qui sont tuées. Et on sait que ce sont des secteurs qui ont besoin de plus de ressources. Je veux dire, oui, c'est clair. Ce serait difficile de trouver un intervenant communautaire qui dirait pas que il ou elle a besoin plus d'argent, a besoin de plus d'équipes, qu'il n'y a pas des rêves en fait de ce qu'il pourrait faire avec des jeunes dans sa communauté, avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, avec qui elle travaille ou elle travaille. Et donc les besoins sont là et pourtant on continue à tourner notre regard
et à financer davantage. Ouais, donner plus de financement à la police. Exactement. J'ajouterais aussi que ce qui est inquiétant et ce qui fait partie de l'analyse abolitionniste et ce qui m'intéresse aussi, c'est que, donc j'ai parlé des communautés qui sont marginalisées en raison de leur identité ou en raison de leur occupation, comme par exemple si elles vendent des drogues ou si elles sont travailleuses du sexe, mais il y a aussi toute une répression policière, criminelle, qui a rapport à l'action politique. Donc, une autre catégorie de personnes qui est criminalisée, qui est brutalisée par la police, ce sont les personnes qui manifestent, les personnes qui s'opposent à des projets gouvernementaux, capitalistes, etc., d'extraction. Ouais, on peut penser, disons, aux activistes autochtones, par exemple. Absolument. Et donc, tous ceux, en fait, qui tentent de créer un monde plus juste, eux-mêmes reçoivent la violence répressive de l'État. Et leur tentative de remettre en question l'organisation coloniale capitaliste du monde, elle est réprimée, souvent avec brutalité, avec force par la police. Et donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles on remet en question le rôle de la police, le surfinancement de la police. Et c'est aussi une façon de dire que si on veut créer un monde différent, c'est certain que, en fait, la police va nous mettre les bâtons dans les roues et donc il faut être dans un rapport d'opposition par rapport à la police et aux prisons parce qu'on sait en fait que toutes les tentatives d'essayer de nous ramener en arrière ou de brimer nos tentatives de créer plus de justice, de réimaginer, d'avoir davantage de souveraineté pour les peuples autochtones, que toutes ces tentatives-là, en fait, elles risquent d'être réprimées assez fortement par la police. Et c'est ça qui est fou parce que, disons, dans les mobilisations autochtones qui veulent, par exemple, préserver leur territoire, il y a une injustice historique derrière ça, donc ils se mobilisent et malgré ça, l'État décide de répondre avec de la violence. Absolument. Soit avec la violence ou finalement en interrompant ou en empêchant en fait le travail d'opposition qu'ils essaient de faire. Donc c'est aussi une façon d'écarter les gens. Et ça aussi, en fait, c'est une forme de violence, de brimer la capacité de s'exprimer, de brimer les possibilités d'autodétermination des peuples autochtones. C'est aussi une forme de violence, de brimer la souveraineté des personnes autochtones qui se mobilisent pour défendre leur territoire, pour défendre aussi les ressources naturelles dont on a besoin. C'est aussi une forme de violence. Et on constate que les gouvernements, notamment le gouvernement d'aujourd'hui, s'enlignent davantage vers l'exploitation capitaliste, vers une réduction de la souveraineté des peuples autochtones. Il y a un projet de loi présentement, le projet de loi 97, si je ne me trompe pas, qui vise à réimaginer, à renouveler la façon dont les territoires forestiers, exactement, sont organisés par l'État pour donner plus de pouvoir, plus de liberté aux compagnies d'exploitation et évidemment moins aux peuples autochtones qui devraient avoir davantage en fait de souveraineté et aussi qui n'ont pas pris part au processus de décision de manière significative ou de manière légitime, alors qu'elles devraient ces populations-là devraient prendre part au processus de décision pour essayer de réimaginer si on devait réimaginer justement la façon dont le territoire est exploité, quitte à ce que ces nations autochtones-là disent qu'en fait, ils veulent pas que ces terres-là soient exploitées. Je crois que c'est pour ça qu'elles sont écartées. Elles se mobilisent. Oui, puis elles sont écartées, mais c'est pour ça qu'elles se mobilisent aussi. Oui, absolument, pour protéger ces terres, pour protéger ces ressources naturelles. Et puis c'est aussi, en fait, c'est aussi une des choses que j'explore dans le recueil, c'est
la signification, en fait, que ça a lorsque l'État contrôle le territoire, que ce soit ce qu'on appelle des parcs nationaux, hein, ou que ce soit des terres d'exploitation ou d'une manière ou d'une autre des terres autochtones. En fait, ça crée un rapport de consommation par rapport à ces territoires-là. Même quand on parle des parcs nationaux, ou on parle de camping ou d'activités à l'extérieur, d'activités dans la nature, ce sont souvent des rapports de consommation qui sont exprimés par rapport à la nature. Et c'est pas étonnant, en fait, que ces rapports de consommation-là, finalement, ils vont avoir une expression capitaliste, je veux dire, directe, comme on le voit présentement, où on voit, en fait, que le gouvernement cherche à donner plus d'exploitation aux compagnies forestières et moins de pouvoir aux populations autochtones. Et donc, de manière générale, ce que je cherchais à c'est aussi d'amener une pensée anticoloniale, décoloniale dans le recueil et aussi dans la population en général. J'avais écrit le recueil probablement au 2022, je crois. 2023 peut-être, au début 2023, et c'est seulement après le génocide en Gaza, le début du génocide à Gaza au mois d'octobre 2023, que j'ai décidé en fait que je voulais que ce recueil que j'avais créé un peu pour moi, que j'avais essayé d'imprimer moi-même. J'avais pensé peut-être en faire un zine, par exemple. Mais après le début du génocide en Palestine, pour moi, je trouvais qu'on devait en fait avoir davantage de paroles décoloniales dans l'espace public. Et donc, j'ai décidé de moi-même apporter ma propre parole décoloniale dans l'espace parce que pour moi, c'est essentiel. Et le projet de loi 97, c'est un exemple parmi tant d'autres qui démontre la nécessité d'avoir cette parole décoloniale, d'avoir cette parole, cette espèce de refus par rapport au statu quo, par rapport à la parole dominante qui existe, qui nous demande d'accepter les choses comme elles sont, que ce soit le contexte de génocide en Amérique du Nord ou le contexte de génocide en Palestine. Pour les gens qui nous écoutent, il y a un épisode sur la chaîne avec Rachad Antonius, qui est professeur à l'UQAM, justement où on parle du génocide de Gaza parce qu'il a publié un essai sur la conquête de la Palestine et il mentionnait que c'est une manifestation coloniale au 21e siècle, que c'est une volonté de dépossession des Palestiniens. Mm-hmm. Et bref, on va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ça. Et ce que je trouvais intéressant aussi avec ton recueil, c'est que tu parles de l'actualité. Si je me trompe pas, mais en fait, il y a un poème où tu parles de Pierre Coriolan. Mm-hmm. Est-ce que, pour les gens peut-être qui ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé, tu peux nous expliquer un peu c'est qui cette personne et qu'est-ce qui est arrivé? Mm-hmm. Pierre Coriolan, c'était un homme noir d'origine haïtienne qui a été tué par la police, je me souviens pas en fait. 2017. 2017, merci beaucoup. Il habitait en fait dans le village, donc pour moi ça aussi c'est important en fait qu'il habitait dans un lieu où il y a de manière prédominante des personnes queer, même si je sais pas en fait si lui-même était queer, mais peut-être une petite précision pour les personnes qui vivent pas à Montréal mais qui vivent à l'extérieur. Ouais. Le village c'est un quartier ici à Montréal. Donc, c'est un quartier gay, c'est un quartier où il y a beaucoup de personnes homosexuelles, gays, il y a aussi beaucoup d'institutions qui servent en fait les communautés gays de Montréal. Et puis c'est aussi un quartier où il y a une présence visuelle de représentation de symboles des communautés LGBTQ
IA+. Et donc, Pierre Coriolan, il habitait dans ce quartier et il était victime d'une crise de santé mentale. Et un de ses voisins a appelé la police dans l'espoir, a appelé le 911 pour signaler qu'il était en crise. Et en fait, en répondant à cet appel de crise, il a été tué. La police a tué Pierre Coriolan chez lui, dans sa maison, alors qu'il était seul et qu'il posait il menaçait strictement personne, voire que lui. Hein. Donc, c'est un des cas, malheureusement, qui arrive souvent où la police est appelée parce qu'une personne est une menace à elle-même et finalement, c'est la police qui tue cette personne-là. Ouais, donc finalement, la police, c'est la menace. La police, c'est la menace. Exactement. Exactement. Et donc, il y avait eu beaucoup de mobilisation à Montréal par la suite à son assassinat, à sa mort. Et c'est, je veux dire, c'est un nom parmi tant d'autres. Hein. Il y en a beaucoup de personnes noires, de personnes autochtones qui sont tuées par la police, d'autres personnes aussi, souvent, comme je le disais plus tôt, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des personnes qui consomment des drogues, des personnes pauvres, des personnes sans domicile fixe, qui sont tuées par la police. Il y en a plusieurs, mais le travail de collage, c'est un travail qui fonctionne un peu aussi par le hasard, dans la mesure où je ne peux que travailler avec ce que je trouve. Mais c'est ça, je me demandais, est-ce que tu écris tes poèmes et ensuite tu trouves les mots ou c'est le contraire? C'est vraiment le contraire. Ouais. Donc, je trouve les mots qui m'interpellent. Donc, il va y avoir certains mots, certaines images. Parfois, ça va être des mots récurrents et qui m'intéressent. Et donc, je vais commencer à partir de ces bribes-là. Et à partir des bribes, je vais rejoindre certains mots que j'aimerais mettre ensemble, que j'aimerais juxtaposer. Donc, c'est beaucoup un travail de juxtaposition d'images qui sont séparées, que j'aime rassembler ensemble. Et à partir de là, je crée les poèmes. Donc, pour moi, c'est un travail d'invention qui est très différent du travail d'une poète conventionnelle, dans la mesure où, généralement, la poésie, elle vient de l'intérieur, alors que dans mon cas, elle vient vraiment de l'extérieur. Et il se trouve que, en fait, en Haïti, il y a beaucoup de noms qui sont tirés de l'Antiquité grecque. Ou des noms qui ont une assonance très ancienne. Et en fait, il se trouve que Coriolan, c'est le nom de personnage d'une pièce de Shakespeare. Et donc, j'ai trouvé... en fait, je vais pas te donner trop de détails parce que j'essaie de cacher l'origine. J'essaie de cacher l'origine des textes. Mais toujours est-il que Coriolan, c'est aussi un nom d'un personnage littéraire. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom de Coriolan. Et c'était aussi une manière pour moi de signaler paradoxalement son absence. Donc, oui, le nom Coriolan, le nom venant d'une tragédie grecque, je sais plus trop, shakespearienne, peut être présent, peut être visible, peut exister dans l'espace public, mais le nom de Pierre Coriolan, l'homme noir qui a été tué par la police, existe presque nulle part, en fait. Surtout après sa mort, je veux dire, c'est oublié. Il n'y a personne qui va répéter son nom, alors que son nom mérite d'être tenu, d'être remémoré. Et donc, pour moi, c'était important de faire ce travail de remémoration, d'honorer sa vie, de signaler l'injustice de sa mort en ayant cette espèce de poème collage où son nom de famille est répété tout au long d'une page. Intéressant, je ne savais même pas si c'était un personnage de Shakespeare. J'oublie exactement la pièce de théâtre, d'où ça vient, mais ça vient d'une pièce de théâtre. C'est le nom de personnage d'une pièce de théâtre. Ouais, intéressant. Mais justement, à côté de ce poème, il y en a un autre que j'ai trouvé très fort, avec des mots puissants. C'est à la page 51.
Je ne sais pas si tu veux lire l'entièreté du poème ou un extrait. Ben, je veux bien lire je veux bien essayer de lire l'entièreté. Nègre, aux prises avec la domination blanche, en raison de l'aliénation qui permet le racisme révolutionnaire d'un groupe de Blancs terroristes québécois. Le terrorisme des Blancs du Québec est une utopie sociale illégitime. Nègre, je suis révolutionnaire, libre, la liberté. La négritude, la praxis révolutionnaire de la décolonisation. Il y a plusieurs mots, mais on en a déjà parlé un peu de colonisation, décolonisation. Mais quel était ton message derrière ce poème? J'étais interpellée par la présence du mot en haine, d'un mot qui a une charge politique très forte, très violente, qui a des racines dans l'esclavage et dans la déshumanisation des personnes noires, mais qui a aussi été réclamé, récupéré, réarticulé par des poètes comme Aimé Césaire, comme Léopold Sédar Senghor, qui ont voulu penser la négritude comme une manière de revaloriser la position, l'expérience, l'identité des personnes afrodescendantes, mais aussi d'exprimer une opposition par rapport à la domination blanche. C'est aussi une pensée dans laquelle on peut situer aussi évidemment le travail de Frantz Fanon, d'opposition coloniale. Et donc, c'est un mot évidemment pour celles et ceux qui sont au Québec ou au Canada, qui fait souvent surface dans l'actualité, dans la mesure où des personnes non noires veulent s'arroger le droit d'utiliser ce mot-là. Il y a eu tout un débat, en fait. Exactement. Il y a tout un débat qui a mené à différentes questions de supposée liberté académique, qui serait la liberté de dire le mot en haine. Et qui est aussi lié pour moi à, en fait, une histoire où le Québec, dans un désir de se positionner comme victime du colonialisme plutôt qu'agent colonisateur à travers évidemment l'histoire de la Nouvelle-France, a voulu s'arroger le titre aussi de nègre, de personnes opprimées, de personnes étant, comme dirait Frantz Fanon, les damnés de la terre. Et donc, il y a un texte très populaire québécois où le mot en haine est utilisé dans le titre, un texte de Vallière. Pierre Vallière. Et donc, je voulais aussi revenir à cette histoire où le peuple québécois a en fait écarté la domination qu'il exerçait sur les peuples autochtones, sur les populations noires, les personnes qui étaient véritablement les damnés de la terre, même au Québec. Les personnes qui avaient une expérience de l'esclavage au Québec, en Nouvelle-France, des personnes qui avaient vécu le génocide de la part des colons français. Et donc, je voulais recentrer cette parole-là par rapport à la parole québécoise des années 60, 70, qui se voulait libératrice, mais libératrice finalement d'un seul peuple, hein, qui était le peuple blanc québécois, d'où justement cette usurpation du titre de nègre. Et je voulais aussi, pour moi, je trouve qu'il y a un glissement intéressant qui est aussi relié au contexte dans lequel on est présentement. Il y a un glissement intéressant où
D'une part, je crois que les gens oublient que ce mouvement-là, il a aussi tenté de s'effectuer à travers la violence. Hein? Donc, il y a eu de la part des nationalistes québécois, du Front de libération du Québec, il y a eu des tentatives, il y a eu une personne d'ailleurs qui est morte, il y a eu des tentatives d'utiliser la violence à des fins politiques, donc ce qu'on appellerait un terrorisme. Comme je le dis dans le poème, c'est pas un projet que je considère être légitime, mais c'est quand même un projet qui a utilisé de la violence, alors qu'on existe dans un contexte aujourd'hui où on tend à oublier que des peuples opprimés ont le droit de recourir à la violence. Je pense, on revient encore une fois au contexte des Palestiniens qui cherchent à se libérer par tous les moyens possibles. Et donc, je constate de manière générale qu'on a tendance à oublier, en fait, que ces histoires de libération, légitimes ou illégitimes, souvent passent par la violence. L'autre exemple qui est tout récent, c'est l'annonce des noms des prochaines stations de métro à Montréal sur la ligne bleue, dont une d'entre elles qui sera, semblerait-il, la station Vertières. Et Vertières, c'est un des lieux, une des batailles historiques de la Révolution haïtienne. Et la révolution haïtienne, c'était une des révolutions les plus sanglantes des deux côtés, je dirais, mais notamment du côté des Blancs, dans la mesure où les Blancs c'était un projet le slogan des Haïtiens, c'était « couper les têtes, brûler les maisons ». C'était vraiment un mouvement de libération très sanglant où, évidemment, énormément d'Haïtiens ont péri et ont payé un prix très cher, mais le but, c'était vraiment de déloger les colons du territoire haïtien afin d'abolir l'esclavage, enfin, et afin de créer un peuple libre, indépendant et souverain. Et donc, je pense qu'il y a une tendance à notre époque à oublier, en fait, cette dimension de la révolution quand on pense, par exemple, à des peuples opprimés comme les Palestiniens, où on a tendance à délégitimer les moyens qu'ils utilisent, alors que ce sont des moyens que différents groupes, dont notamment les Québécois, mais aussi, évidemment, les Haïtiens, ou les personnes esclavagisées à Vertières, justement, ont utilisé. Donc, pour moi, ça fait partie de ce désir que j'avais dans cet ouvrage de donner plus de place à une parole décoloniale et aussi de signaler que cette parole décoloniale-là, elle considère aussi que la liberté, elle doit souvent être acquise par tous les moyens possibles et nécessaires. Je trouve intéressant que tu parles aussi de la violence parce que, comme tu le dis, si on prend le cas de Gaza, on considère illégitime la violence qui est utilisée pour se libérer. Mais par contre, on trouve totalement légitime la violence qu'Israël cause. Ouais. Donc, comme quoi, il y a deux poids, deux mesures. Ouais. Et il y a quand même une certaine hypocrisie. Absolument, absolument. Et je veux dire, il y a d'autres contextes. Je veux dire, le contexte de Gaza, c'en est un, mais on vit dans une époque où on est très conscient, en fait, de différents contextes, que ce soit au Soudan, au Congo, en Haïti même, où il y a des situations de violence extrême et où cette violence, elle est soit normalisée, soit banalisée ou carrément soutenue militairement par nos pays, par le Canada. Le Québec, notamment, a ouvert un bureau à Tel Aviv en août, si je me trompe pas, 2023, donc en plein cœur de ces génocides. Et donc, je mentionne le cas de la Palestine parce que je crois que c'est un cas qui est très important et c'est un contexte aussi de décolonisation pure, simple, claire. Mais il y a aussi d'autres contextes qui me tiennent à cœur, dont celui d'Haïti, du Soudan, du Congo,
qui sont des contextes où ce sont des pays soi-disant indépendants, mais qui vivent aussi quand même des contextes de néocolonisation, de contrôle financier, politique, par d'autres moyens, en fait, même si ce sont des pays indépendants. Et je mentionne ce champ plus large aussi pour évoquer un des aspects clés de la publication de ce livre, qui est la maison d'édition. Je crois pas que j'aurais publié ce livre n'eût été l'existence de Case Rebelle, qui est le collectif qui a édité ce livre, qui est un collectif pan-afro-révolutionnaire. Donc, c'est un collectif qui est vraiment engagé dans la libération des peuples afro-descendants en Afrique, dans les Caraïbes, mais aussi dans les pays colonisés à majorité blanche, comme en France, ou plutôt en Amérique du Nord, mais les pays colonisateurs à majorité blanche, comme la France. Et donc, c'est un collectif qui est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, si les gens veulent acheter le livre, ils peuvent l'acheter sur le site de Case Rebelle ou encore dans quelques librairies. Je crois qu'à Montréal, il est à la librairie Le Guélion présentement. Oui, c'est là où je l'ai acheté. Excellent, merveilleux. Mais c'est vraiment un petit collectif avec des valeurs de solidarité, d'accessibilité, d'ancrage dans la communauté très, très forte. À l'origine, Case Rebelle, c'était un blog qui était vraiment excellent, où il y avait beaucoup de personnes noires, queer, trans, qui développaient leur analyse critique du monde, de leur expérience. Et ils ont existé comme ça pendant plusieurs années. Et éventuellement, ils ont créé un film qui s'appelle... leur premier film, c'était Dire à la mine, qui était un film sur la brutalité policière en France, qui portait sur une personne noire en France qui avait été tuée par la police. Et donc ça, c'était un peu leur premier projet à l'extérieur du blog. Et ensuite, ils ont commencé à publier des livres. Et donc, quand j'ai écrit le recueil et que j'ai décidé que je voulais... je voulais qu'il existe dans le monde, en fait, c'était difficile pour moi d'imaginer à quelle maison d'édition je ferais confiance à un projet comme celui-là. Et quand j'ai pensé à Case Rebelle, pour moi, c'était vraiment le seul espace à qui je ferais, la seule institution ou le seul collectif à qui je ferais confiance. Et donc, j'étais très, très heureuse, très, très honorée qu'ils ont aimé le recueil, qu'ils a été, il et elle ont été touchés par le recueil, par la poésie. Et donc, c'est le premier recueil de poésie que Case Rebelle a publié. Ils en ont publié un deuxième peu de temps après. Mais c'est vraiment un collectif que j'admire énormément et qui ont été des partenaires exceptionnels. Et c'est aussi un collectif très, très impressionnant parce que ils tentent aussi d'être présents dans le marché du livre d'une manière différente. Donc, le marché du livre, une grande partie de l'argent, en fait, va aux distributeurs. Donc, les compagnies qui vont dispatcher, si vous voulez, là, qui vont transmettre les livres dans les différentes librairies à travers différents secteurs. Et donc, une grande partie de l'argent va aux distributeurs. Et Case Rebelle veut tenter de faire en sorte que les coûts des livres soient les plus bas possibles afin qu'ils soient accessibles et afin aussi qu'eux-mêmes, leur activité en tant qu'éditeurs à petite échelle puisse continuer. Donc, ils distribuent les livres eux-mêmes. Et donc, les livres, par exemple, à Le Guélion, c'est quelqu'un qui a amené les livres de France physiquement pour les amener à la librairie Le Guélion eux-mêmes. C'est pas une grosse compagnie. C'est justement la question que je me posais parce que si je voulais acheter le livre, il y avait la possibilité de l'acheter en France. Donc, je me disais, est-ce qu'il est juste disponible en France? Mais je comprends que c'est pas le cas. Ouais. Il était aussi disponible à la librairie N'était-ce pas l'été à Montréal, mais aux dernières nouvelles, ils ont épuisé leur stock. Donc, peut-être qu'on va s'arranger pour amener davantage de copies. Mais présentement, je crois qu'il y a encore des copies à la librairie Le Guélion. Mais c'est une manière de fonctionner qui est beaucoup plus autonome, beaucoup plus petite, beaucoup plus, même à l'échelle internationale, paradoxalement locale. Je veux dire, qui compte sur des gens
et sur les liens les rapports des gens les uns entre les autres. Donc, c'est vraiment des personnes qui se voient, qui se touchent, qui se connaissent, qui établissent des relations les uns entre les autres, qui rendent la dissémination, la distribution du livre possible, plutôt que de confier la tâche à une grande compagnie qui ferait le travail pour des centaines de livres, voire des milliers de livres. Il y a tellement de thèmes que j'aurais voulu explorer davantage, mais je vois que le temps avance. Peut-être si... est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Mais premièrement, j'encourage les personnes qui nous écoutent d'aller lire le recueil. Donc, c'est, comme je l'ai mentionné, il y a plusieurs thèmes qu'on a explorés, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas pu explorer. Donc, c'est ça, j'encourage le monde d'aller lire ça. Je dirais, ça m'a fait penser au mot de la fin que j'aurais. Je dirais que ce que je veux que les gens... Pour moi, c'est un très, très humble recueil. Comme je te disais, je me considère à peine comme... Je me considère effectivement comme une artiste, mais à peine comme une poète. Et c'est vraiment un travail qui était, oui, de la poésie, mais vraiment différent. Et donc, pour moi, le recueil, c'est aussi une invitation à effectuer ce même travail que j'ai fait, c'est-à-dire de refuser le monde tel qu'il nous est donné, tel qu'il apparaît dans les médias, à la télévision, et de se donner le droit de le découper, de découper le monde, de réorganiser le monde, de réorienter les idées, de critiquer ce qu'on voit, ce qu'on consomme, et que ce soit par le biais, évidemment, littéral du collage, où on découpe littéralement, ou symboliquement, de vraiment être dans cette optique. Pour moi, le recueil, c'est une invitation à être dans le refus, dans la réimagination, dans la réarticulation de quelque chose de différent, de quelque chose, un monde où il y aurait plus de justice, plus de possibilités de liberté, d'épanouissement pour tout le monde, pas juste pour une minorité des gens. Sur ce, je te remercie beaucoup pour cette belle conversation et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour parler davantage. Absolument. Merci beaucoup.